Bonjour. Je vais commencer. Je me présente Benjamin Bailly pour présenter la solution Voltalis, qui est une solution qui œuvre pour la transition énergétique. Euh, je vais vous partager du contenu et vous pourrez poser des questions à travers la messagerie. Euh, donc, N'hésitez pas à m'interrompre, mes camarades avec qui je présente, puisque je n'ai pas forcément accès à la discussion. Voltaïs, on est le premier thermostat connecté qui est totalement gratuit et qui participe à la transition énergétique. Et je vais vous expliquer ceci très rapidement, en quelques minutes. Et après, comme ça, on aura une session de questions-réponses. Juste pour rappeler un peu Voltalis, qui est le leader en France, avec déjà aussi une présence dans différents pays européens, de l'effacement et du thermostat connecté. Donc, on a plus d'un million d'équipements qu'on a connectés maintenant depuis une quinzaine d'années. On est effectivement très présent sur ce qu'on appelle le marché de l'effacement, avec des travaux que l'on fait main dans la main avec RTE depuis plus d'une dizaine d'années. Voltalis, c'est plus de près de 300 collaborateurs répartis un peu partout en France, puisque nous travaillons particulièrement dans le diffus, dans les logements résidentiels et puis également les bâtiments tertiaires, les bureaux et autres. Euh, Juste un petit rappel, et c'est pour ça que Voltalis, c'est dans cette direction-là. Le chauffage aujourd'hui en France, c'est deux tiers de la consommation des foyers chauffés à l'électrique évidemment. Et donc nous, ce qu'on vient faire, c'est que on vient réduire en temps réel la consommation de votre chauffage et sécuriser ainsi l'approvisionnement du réseau électrique français qui est piloté par RTE. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis que le chauffage, ça représente énormément des consommations à la fois pour les foyers et pour le réseau. Vous pouvez voir en haut à droite ici la courbe de charge d'un jour d'hiver des différents éléments, des différentes contributions à la consommation en France. Et la plus grosse partie ici qu'on voit bien en bleu ciel, c'est le chauffage électrique dans les bâtiments résidentiels. Et donc, pourquoi ce thermostat, comme je disais avant, est gratuit? C'est parce qu'on a un modèle d'affaires qui fait qu'on est rémunéré par les services rendus au réseau, au système électrique. Euh, Nous, on a un dispositif vraiment très simple, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc, il se compose d'un boîtier qu'on vient connecter aux différents équipements qu'on peut relier. Donc, ça veut être les radiateurs électriques, ou des pompes à chaleur ou autre, tout organe qui s'occupe de faire du chauffage. Et derrière, on met à disposition donc ce qu'on va appeler un thermostat connecté, mais qui n'est autre qu'une application pour venir piloter ces différents organes, ces différents équipements. Donc l'avantage à la fin hein, pour le consommateur, pour le particulier ou le professionnel, c'est de réduire sa consommation, sa facture d'électricité, de piloter ses radiateurs et donc d'améliorer son confort, puisqu'on est capable de vraiment venir piloter très finement à la température ces pièces, et puis ainsi de diminuer évidemment ces émissions de CO2, puisque quand on consomme moins d'électricité et particulièrement au bon moment en France, au bon moment, c'est-à-dire au pire moment pour le réseau quand l'électricité est très carbonée, ben, je réduis très fortement mes émissions de CO2. Aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre de grandeur, on installe près de 500 nouveaux bâtiments par jour, donc on a un rythme de croisière très élevé. Pour comprendre, hein, donc la solution vertueuse qui est celle de Voltalis, c'est bon, on vient d'abord offrir une solution de pilotage individuel des chauffages. Comme on a offert cette solution qui permet aux radiateurs d'être connectés, eh bien on les connecte au réseau électrique français et on vient faire des modulations en temps réel au meilleur moment pour le réseau. Ça permet aux bâtiments connectés de participer à un effort collectif, hein, un effort de sobriété, un effort de consommer au meilleur moment et ainsi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, ça permet d'économiser, hein, puisque quand je consomme moins et au bon moment, forcément, ça se voit à la fin sur notre facture d'électricité. Les montants mis ici sont plutôt pour des foyers résidentiels moyens français. Donc 430 euros d'économie d'énergie à la fin de l'année, ça devient assez significatif. Benjamin, j'ai une Oui, petite question. Je te la lis du coup en direct pour que tu puisses la très bien, répondre. merci. C'est ce thermostat éteint le système de production de chauffage, deux Mhm. points. Cela ne dégrade pas les pompes à chaleur, point d'interrogation.
Alors, c'est une très bonne question. Merci, merci Thomas. Évidemment, on va pas venir moduler de la même façon un radiateur, un convecteur électrique, donc, par exemple un grille-pain ou même un radiateur à fil pilote. On va les moduler de façon différente et les pompes à chaleur ou tout autre système, je dirais, qui est thermodynamique, on va aussi venir les moduler de manière différente sans faire du on-off fréquent et surtout aussi brutal. Donc non, notre but n'est pas surtout pas de dégrader la durée de vie des équipements et comme ça fait plusieurs années qu'on l'installe, on n'a jamais observé ça jusqu'à maintenant. Euh, donc je pense que voilà, les bénéfices ont été très facilement compris et expliqués. Donc, je me permets d'avancer pour vous présenter rapidement l'application de Voltalis qui permet derrière d'avoir un thermostat connecté. Eh ben, on voit qu'on peut venir piloter chacun de ces organes avec du scheduling, des programmes jour-nuit et directement avec la température. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir un suivi de sa consommation, de ces différentes pièces, de ces différents organes à la fois en kilowattheure et en euros, si évidemment on a bien renseigné ce contrat d'électricité, dans un but toujours optimum de mieux consommer et moins consommer. C'est aussi l'application, une interface unique pour gérer plusieurs bâtiments quand vous êtes propriétaire ou en tout cas en charge d'un portefeuille de différents bâtiments. Donc on a une possibilité de faire de la gestion multi-sites à distance. Donc, on est peut-être une entreprise qui a de nombreux sites avec pas forcément des gens pour gérer l'électricité ou l'énergie au sein de chacun des bâtiments. Et ben, on a cette possibilité d'avoir une gestion décentralisée et multi-site avec un pilotage. Et puis enfin, je voulais quand même rappeler ça, puisque le pilotage de la consommation, c'est vrai que c'est une innovation, mais en tout cas, quelque chose d'assez avancé, mais c'est soutenu par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le but des pouvoirs publics, c'est d'avoir plusieurs millions de Français qui soient équipés en 2028. On a des lois pour la programmation énergie et climat qui sont en pleine discussion et qui évoluent assez rapidement et qui vont toujours dans le sens de mieux consommer et surtout moins consommer au bon moment pour le réseau. Et c'est exactement ce que permet de faire notre solution. Je passe très rapidement là-dessus et ici, juste pour résumer, ben voilà, on a une offre qui vient s'appliquer à l'ensemble des bâtiments en France qui sont chauffés à l'électrique, donc plus de 10 millions de bâtiments aujourd'hui, et qui permet donc de faire des économies d'énergie, d'avoir un confort optimal chez soi et de participer à l'équilibre du réseau, donc de faire un effort solidaire. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de cette solution qui s'inscrit totalement dans l'innovation pour la transition énergétique dans les bâtiments. On a déjà fait un bon chemin puisqu'on a plus de 200 000 bâtiments équipés aujourd'hui en France, mais comme je disais, pour qu'on arrive à mobiliser des gigawatts pour le réseau électrique, il faut qu'on aille encore plus loin et on est dans cette direction-là aujourd'hui. Merci. Et je vois qu'il y a différentes questions. Alors, je vais prendre dans l'ordre dans lequel je les vois. Donc, Daniel, pour ma maison secondaire à la montagne avec chauffage tout électrique que je prête à ma famille, seriez-vous disposé à installer votre système Voltalis que j'ai déjà dans mon appartement en région parisienne? Alors, notre but, c'est de n'installer que les gens qui consomment, puisque comme on met une solution gratuite, il faut qu'il y ait de la consommation derrière pour pouvoir avoir des revenus, générer des revenus vis-à-vis des services courants en réseau. Donc normalement, on ne fait pas les résidences secondaires, mais si elles sont occupées, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Ensuite, alors cette solution peut-elle répondre au Drake Rebax ou peut-elle être connectée avec une GTB? Tout à fait. J'ai présenté ici notre solution de base où on vient mettre notre hardware, mais on a aussi la capacité de venir discuter avec des objets connectés en cloud to cloud et de répondre exactement et de donner exactement le même service. Ça peut être avec tout simplement un radiateur connecté, mais évidemment avec une GTB et on répondrait ainsi totalement au décret BAX. Alors, pour prix, pouvez-vous nous rappeler votre modèle économique? Donc notre modèle économique est très simple. Donc, notre solution est 100% gratuite. On la met à disposition des gens et nous générons des revenus sur les marchés de l'électricité en étant rémunérés pour tous les services rendus au réseau de décalage, de consommation et moins de consommation. Concrètement, sur les pompes à chaleur, l'action se fait où? Sur la pompe à chaleur et non sur
les radiateurs, je ne suis pas sûr de comprendre, mais notre système vient se brancher sur le contact sec des pompes à chaleur. Et aujourd'hui, on commence à être compatible avec la plupart des pompes à chaleur. Cela peut-il remplacer une régulation non centralisée? Tout à fait. Et pour continuer, je pense que j'ai déjà répondu à la réponse sur le fait qu'on arrive à être gratuit, puisqu'on est rémunéré par le réseau électrique. Alors, le boîtier coupe on vient moduler les radiateurs en fonction des besoins du réseau. Donc, tous les jours, en fait, on va prévoir quelle est la taille du gisement en mégawatts qu'on peut avoir sur l'ensemble de notre parc. On vient les proposer sur les marchés de l'électricité et en fonction des besoins du marché, on vient faire ces modulations. Notre savoir-faire est de ne pas toucher, évidemment, au confort des utilisateurs, parce que sinon, ça ne les intéresserait plus. Évidemment, la météo est prise en compte. Et cela peut-il remplacer une régulation non centralisée sur une pompe à chaleur avec plusieurs unités intérieures? Euh, Or là, joker, il faut que je regarde avec les équipes. Je suis pas sûr de savoir répondre quand on parle de plusieurs unités intérieures. Voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Thomas, tu confirmes? Alors, est-ce que c'est connectable? Ah oui, il y a des nouvelles questions. Excusez-moi, je ne les avais pas vues. Est-ce que c'est connectable pour une CTA? Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une CTA. Centrale de traitement d'air, merci. Non, pas aujourd'hui. Nous n'avons pas développé cette solution. Est-ce que vous mesurez la température dans les pièces pour vous assurer de ne pas descendre en dessous d'une certaine température? Tout à fait. Nous avons des sondes de température au sein des boîtiers que je vous ai présentés précédemment qui nous permettent d'avoir un retour direct pour ne pas impacter le confort de nos utilisateurs. Alors, des nouveaux sujets avec l'hiver qui arrive, des nouvelles fonctionnalités, pas forcément des nouvelles fonctionnalités, mais même si on fait des innovations de manière permanente, en revanche, des nouveaux sujets, bah oui, comme je disais avant, pendant longtemps, on équipait toujours avec notre solution hardware. Maintenant, on cherche de plus en plus à venir se connecter à des objets qui sont de naissance connectés, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, et donc pouvoir utiliser la flexibilité de tous ces nouveaux objets, prioritairement les radiateurs électriques, mais ça peut être plein d'autres choses demain. Et donc, on peut ainsi dire qu'on a plein de nouveaux segments à aller attaquer, comme demain les bornes de recharge de véhicules électriques ou des batteries, tout simplement. Sur les photos de présentation, les boîtiers sont souvent au ras du sol. La prise de température est-elle vraiment pertinente? Alors, on a toute notre expertise qui nous permet de déterminer où est-ce qu'on met le boîtier pour que la température prise soit la plus pertinente. Et on fait, comme les fabricants de radiateurs le font avec leurs sondes, du retraitement de la température algorithmique par rapport à notre connaissance, puisque quand on a une sonde de température qui est proche d'un radiateur, elle est forcément impactée par rapport au corps de chauffe. Et la durée d'engagement des clients qui acceptent d'installer notre solution, on a des conditions qui sont un engagement de 3 ans. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a surtout des gens qui sont historiquement équipés depuis une dizaine d'années. On n'a pas affaire à en tout cas, des gens qui se déséquipent de manière significative. Donc, Voltalis, aujourd'hui, a un actionnaire majoritaire qui est Meridiam, un fonds qui est très fortement impliqué dans la transition énergétique et qui va financer des champs d'éolien ou différentes choses dans ce domaine-là. Et Voltalis en est un des business. Il n'y a pas d'autres frais, l'installation est gratuite, là, il n'y a pas d'abonnement, c'est 100% gratuit. Il n'y a qu'une acceptation que nous puissions venir piloter vos radiateurs dans évidemment le respect de votre confort. Et de toute façon, si vous n'étiez pas confortable, vous débrancheriez la solution et on serait perdant in fine. Voilà, j'ai un peu dépassé en répondant à toutes les questions parce que j'avais 15 minutes. Donc, je vais passer la main à Thomas, qui a déjà commencé à présenter. Et je t'aiderai à répondre aux questions aussi. Donc moi, je vais vous présenter une solution qui est complémentaire à celle, on va dire, de Voltalis, qui sont sur les radiateurs. Nous, on est vraiment spécialisé sur les chauffe-eau électriques. Donc nous, on travaille aujourd'hui essentiellement avec les bailleurs sociaux. Très récemment, voilà, on rentre par exemple dans le plan de sobriété d'Action Logement
On fait partie d'une des 10 solutions sélectionnées. On va équiper du coup 140 000 de leurs logements, 140 000 chauffe-eau. Et notre promesse, c'est de faire des économies d'énergie et de la maintenance prédictive. Donc, en dehors d'Action Logement, on travaille avec une soixantaine de bailleurs sociaux en France. Et là, l'idée, c'est qu'en 10 minutes, je vais vous présenter à la fois notre solution et je vous montrer aussi en temps réel les résultats chez un bailleur. Donc, juste nous, le constat et notre solution, c'est qu'aujourd'hui, les chauffe-eau électriques, en fait, ils ont tendance à surconsommer. Alors, ça vient du fait qu'ils ont une température qui est souvent assez chaude et que la température du chauffe-eau ne s'adapte jamais donc, aux besoins réels, on va dire, des usagers. Et notre promesse, c'est de réduire de 30% la consommation, ce qui fait en moyenne 120 euros d'économie. Donc, quand je dis les 120 euros, c'est des économies qui ont été mesurées parce que notre boîtier a un compteur d'énergie. Et notre deuxième promesse, c'est notre deuxième constat, c'est qu'il est très difficile, en tout cas pour les bailleurs sociaux ou bailleurs privés, d'avoir une visibilité sur des parcs de chauffe-eau, de plusieurs milliers de chauffe-eau. Et nous, on va faire de la maintenance prédictive et sélectionner du coup les chauffe-eau qui seraient à remplacer. Et donc, il y a une économie là-dessus en ciblant et en remplaçant les chauffe-eau qui sont le plus détériorés et aussi en rallongeant leur durée de vie parce qu'ils vont moins s'abîmer, ils vont moins se calcariser. Alors, concrètement, comment on le fait? Donc, nous, on a également un boîtier qu'on va installer sur les chauffe-eau électriques pour les rendre intelligents. L'installation, elle dure une vingtaine de minutes. Le boîtier, il est totalement autonome en termes de communication. Ce boîtier aussi, il est fabriqué en France. Voilà, c'est quelque chose dont on est très fiers parce que on a ce double engagement à la fois environnemental, mais aussi de réindustrialisation de la France. Concrètement, il va être branché en série sur l'alimentation du chauffe-eau et c'est comme ça qu'il va pouvoir allumer ou éteindre le chauffe-eau en fonction de la température de consigne qu'il voit dans le chauffe-eau. Voici un exemple de température et comment on fait des économies d'énergie. Dès qu'on branche un boîtier, au début, il y a ce qu'on appelle une période d'apprentissage où le boîtier va observer la température dans le chauffe-eau et ensuite il rentre en mode intelligent où il va réduire la température à un maximum dans le but de faire des économies tout en garantissant le confort et il fait des petites montées en température pour éviter les risques de légionellose. Et c'est ici qu'on va pouvoir, en mesurant la consommation avant et après, mesurer les économies et prouver justement les économies d'énergie qu'on a réalisées sur tous les chauffe-eau qu'on a équipés. Une deuxième chose qu'on fait, là, c'est des graphes, on va dire, un peu plus barbares, mais si on va analyser les courbes de température des chauffe-eau, et vous voyez, c'est un chauffe-eau, les courbes de température sont très écrasées, et en fait, c'est un chauffe-eau qui est calcarisé, donc on est vraiment capable de dire si le chauffe-eau est ce qu'on appelle dans une calcarisation critique ou non. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va analyser la vitesse à laquelle descend la température d'un chauffe-eau pour vous déterminer son facteur de déperdition. Donc, on va pouvoir dire, oulala, ce chauffe-eau, il déperd 3 fois plus d'énergie que quand il a été conçu. Et donc, on vous conseille fortement de le changer pour que ça ait un impact, du coup, sur les consommations d'énergie. Est-ce que vous avez des... Ah oui, donc je vois qu'il y a deux questions. Alors, quel est le protocole utilisé pour le boîtier? Eh ben, on utilise une carte SIM et c'est un protocole NB-outil. Voilà. Une autre question de Daniel. Donc, à quel endroit prenez-vous la température réelle de l'ECS? Eh ben, on la prend au niveau du doigt de gant. Donc, il y a un doigt de gant en fait qui rentre dans le chauffe-eau et on va rentrer notre sonde de température au niveau de l'aquasta. Donc, on va dire dans le chauffe-eau à un tiers du chauffe-eau. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre. Donc voilà aujourd'hui comment nous on détermine du coup l'état des chauffe-eau. Et donc là, je vais vous montrer une plateforme et l'exemple, on va dire, chez un bailleur, sur quelles données du coup on peut avoir sur son parc. Alors, on va aller sur le parc de chauffe-eau de Emmaüs Habitat. Donc Emmaüs Habitat, donc là c'était un petit test où les locataires ont fait 156 euros d'économie en moyenne. Donc nous, je vous disais voilà, qu'on a une estimative du coup sur le niveau de calcarisation des chauffe-eau.
Donc, là, il y avait, c'était un petit projet de 71 chauffe-eau équipés. Et donc, il y a 90% des chauffe-eau, donc 57 qui ne sont pas calcarisés et 13 qui ont une calcarisation importante. Donc là, on a une comparaison par rapport aux autres bailleurs. Si je vous prends un autre bailleur, et là, par exemple, typiquement sur ce bailleur-là, sur les 71 chauffe-eau, on considère qu'il y en a un seul à changer. Il n'est même pas dû à un problème de calcarisation, mais il est dû à un problème électrique, parce qu'on a dû remarquer que la signature électrique du chauffe-eau n'était pas correcte et il consommait beaucoup moins qu'il était censé être. Et si je vous prends un autre bailleur, par exemple Érigère, où là on a équipé un peu plus de, je crois, un peu plus de 1100 chauffe-eau, où là, du coup, on va pouvoir sélectionner. Et là, il y en a 53 qui sont en ce qu'on appelle caractérisation critique. Et donc, c'est aussi d'ailleurs sur ces chauffe-eau-là qu'il peut y avoir des problèmes de fuite d'eau et donc même des gros dégâts des eaux dans les immeubles. Alors, je regarde les questions. Quel est le modèle économique pour le client? Nous, écoutez, aujourd'hui, on vend le boîtier, pose et installation. Donc, on vous vend le boîtier et on s'occupe de l'installation. Pour les bailleurs sociaux, c'est une solution qui est éligible au dégrèvement TFPB. Et après, nous, on a un abonnement, on va dire, un coût un peu de maintenance qui rentre dans le décret de charge et donc qui peut être répercuté aux locataires. Une autre question, c'est pourriez-vous proposer cette solution à des collectivités? Alors oui, alors aujourd'hui, on n'a pas encore équipé 200 000 logements. Nous, on est seulement à 15 000 logements. Mais bon, on en équipe pas loin de 150 par jour. Donc on est en train de grandir assez rapidement. Et donc, nous, après les bailleurs sociaux, on s'intéresse aux collectivités. Donc, je vous invite à nous contacter. On commence à s'intéresser aux collectivités, même si notre marché premier, c'était vraiment les bailleurs sociaux. Une autre question sur le coût de la solution. Là-dessus, je vais être très franc avec vous. Ça va dépendre du nombre de boîtiers à équiper. Donc, pareil, je vous invite à nous contacter. Le ROI, il est inférieur à 2 ans. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Voilà, j'ai vu qu'il y a d'autres réponses sur le coût de l'installation. Et l'utilisation de votre solution, je vous invite du coup je vous partager mes coordonnées, à m'envoyer un mail. Est-ce que c'est éligible et prévu bientôt éligible au C2E? Hop. Et écoutez, là-dessus, on a des discussions avec l'AT2E et il y a peut-être quelque chose qui va arriver avant la fin de l'année, mais là-dessus, c'est difficile de s'engager dessus. Une question de Benjamin B. In fine, cela génère-t-il des économies pour les locataires des logements sociaux si les frais sont répercutés dans leurs charges? Extrêmement bonne question. Alors là-dessus, moi, j'ai vraiment monté cette entreprise, donc je suis le directeur général avec cette vocation d'agir pour la transition énergétique, mais aussi d'avoir un modèle qui soit juste. Donc en fait, notre prix d'abonnement, si le locataire ne fait pas suffisamment d'économies, on ne vous facture pas l'abonnement. En général, du coup, 90% des locataires font suffisamment d'économies, mais sinon, on ne facture pas. Une autre question de Sophie, est-ce qu'on souhaite se développer sur les particuliers? Alors aujourd'hui, pas encore. Aujourd'hui, on est vraiment sur les bailleurs sociaux, mais plus tard, oui. Et on n'est pas encore compatible sur les ballons thermodynamiques. Donc voilà. Donc juste pour finaliser, voilà, notre solution en résumé, c'est vraiment des économies d'énergie. Ça, c'est vraiment le fort de notre solution. Et le deuxième, c'est vraiment le pilotage des équipements et permettre de dire, et nous on travaille aussi avec vos mainteneurs, de dire voilà, quel logement a un problème de calcarisation critique ou un problème électrique et lesquels il faudrait remplacer et faire des plans de remplacement avec des exports Excel et tout ce qui en suit. On peut même vous donner une vision sur l'ensemble de votre patrimoine et où est-ce qu'ils sont installés. Et si la solution vous intéresse, l'idée c'était vraiment de vous donner un peu une ébauche. Juste pour finir aussi, les boîtiers ont un petit QR code où la personne pourra visualiser les économies en temps réel dessus. La personne n'a même pas besoin de se connecter. Et si ça vous intéresse, je vous invite à m'écrire sur ce mail. Et je vais répondre aux dernières questions, parce que j'arrive à la fin de mon temps. Comme ça, on va pouvoir laisser la parole aux autres interlocuteurs. Donc, pour répondre à vos questions, est-ce qu'on ira dans l'hôtellerie? Oui, c'est quelque chose qui nous intéresse également. Je vous invite, Jean-Yves, à nous envoyer un mail. Même si aujourd'hui, du coup, on a fait, entre guillemets, nos armes. Nous, ça fait 6 ans qu'on existe chez les bailleurs sociaux.
Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de vos questions, mais n'hésitez pas. Mais j'ai l'impression que c'est tout bon. Et donc, je passe la parole, je crois, si je ne me trompe pas, à Sandra. Oui, c'est ça. Je vais Super. prendre la main sur le partage d'écran. Hop, tout le monde voit mon écran? Mettez un petit pouce si c'est OK. Super. Merci beaucoup Thomas, Benjamin. C'est vraiment intéressant de voir les synergies et les thèmes qui sont abordés à travers cette thématique. Je suis Sandra Gautret, je vais vous présenter ESOX. Donc moi, dans cette catégorie, je vais plutôt vous parler pilotage intelligent des équipements globaux sur le bâtiment et de gestion technique du bâtiment. Et plutôt en termes de secteur, je vais recentrer sur le secteur des bâtiments professionnels, à savoir les bâtiments tertiaires, les établissements scolaires, les établissements institutionnels, les établissements de santé. On ne fait pas les bailleurs sociaux et les établissements résidentiels. Donc tout d'abord, ESOX, nous sommes fabricants français de solutions de performance énergétique intelligentes. Nos équipes ont conçu une technologie qui permet de piloter l'ensemble des équipements du bâtiment en fonction des besoins réels du bâtiment. Je m'explique. Cette technologie, elle vient en fait contrôler, piloter chaque équipement du bâtiment en fonction de l'occupation de chaque pièce au moment T. C'est-à-dire qu'on a une technologie qui apprend le rythme d'occupation de chaque pièce et on vient faire du contrôle à la pièce. Cette technologie permet d'offrir à nos clients des économies qui sont intéressantes, 30 à 45% d'économies constatées, et ils ont calculé également un ROI inférieur à 2 ans. Ils constatent également un confort qui est préservé, voire même amélioré au niveau de l'occupant. Très concrètement, comment ça fonctionne? Notre technologie s'appuie sur 3 piliers essentiels. D'une part, du matériel, donc une déclinaison de produits qu'on a nous-mêmes imaginé, designé, développé, testé, prototypé et déployé chez nos clients aujourd'hui. On va avoir une première thématique autour de la gestion intelligente du chauffage à eau chaude. Donc, on a développé une tête thermostatique intelligente qui s'installe sur les radiateurs à eau chaude, qui est équipée de capteurs environnementaux et qui permet, en fonction de l'occupation de chaque pièce, de piloter, d'ouvrir, de fermer et de faire une régulation active sur chaque radiateur. À côté de ça, on a également sorti plus récemment une GTB qui permet de piloter, je dirais, tout le reste des équipements du bâtiment. Et grâce à cet ensemble tête thermostatique plus GTB, on est en mesure de faire de la régulation type classe A. Donc, c'est la régulation la plus fine qu'on puisse trouver sur le marché parce qu'elle permet de réguler chaque équipement au niveau, pièce par pièce. Donc, ça, c'est d'une part le matériel. D'autre part, on a un hyperviseur, donc un hyperviseur qui va mixer à la fois smart building et performance énergétique, et un hyperviseur qui va nous permettre de comprendre en fait l'usage du bâtiment pour le piloter en fait de façon optimale. Et au-delà de ça, on permet aussi un pilotage multisite, de la data visualisation, de la maintenance préventive. Et je dirais, au cœur de ces 2 éléments, on va retrouver en fait l'intelligence ESOX, qui permet en traitant 20 millions de données par jour, en fait, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre le bâtiment et de faire une technologie autonome dans la prise de décision de pilotage des équipements. Tout ça pour optimiser les consommations d'énergie au plus près des besoins du bâtiment. Pour illustrer ça, je me suis dit que ça serait intéressant de vous présenter un retour d'expérience. Et donc, j'ai choisi un retour d'expérience sur un bureau de poste à Calure et Cuire. J'ai choisi ce bâtiment parce que le REX se base sur le travail des énergie managers de l'IFPEB, de l'Institut français du bâtiment, à travers en fait le championnat de France des économies d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez ce championnat. Et donc, on a fait ce déploiement sur 2 hivers et on a eu des économies d'énergie qui sont très intéressantes. Petit point sur le bâtiment, donc un bureau de poste qui comprend à la fois un hall d'accueil avec des bureaux des commerciaux et des conseillers, donc avec une occupation qui est régulière.
et une partie plutôt centre de tri, une grande pièce très vaste, haute de plafond, mal isolée, avec porte sectionnelle. Donc, c'est vraiment deux typologies de, je dirais, de pièces et d'environnements à traiter. Donc, nous, on a déployé plutôt notre technologie sur 56 radiateurs dans un premier temps, qui permettait de faire une distribution du chauffage à la pièce. Sur un premier hiver, on a obtenu 56% d'économie d'énergie. L'inspecteur technique de la Poste Immobilier avec lequel on travaillait était vraiment ravi des résultats et a souhaité étendre sur l'ensemble du bâtiment et en intégrant également la GTB, et donc un module GTB dans la chaufferie, ce qui a permis à la fois de distribuer le chauffage en fonction des occupations de présence, mais aussi de produire l'eau chaude en fonction des besoins réels des radiateurs. Et là, on a encore, sur un été, sur l'été suivant, on a atteint 58,9% d'économie d'énergie. Et donc, ça leur a permis de remporter le cube d'or, petite anecdote. Pour aller plus loin, je m'étais dit que ça serait intéressant aussi de vous présenter notre hyperviseur. Donc, dans un premier temps, quand on rentre dans l'hyperviseur, on arrive en fait sur une map qui permet de faire une gestion multisite en fait, en fonction des sites déployés. Donc, moi, je vais me rendre sur l'interface de démo. Lorsqu'on rentre dans un bâtiment, on va arriver sur un dashboard qui récapitule les éléments de synthèse en fait, du bâtiment sur les produits qui ont été déployés. On a aussi une indication de la répartition moyenne de l'occupation du bâtiment. C'est un indicateur qui est plutôt apprécié de la part des utilisateurs parce qu'il permet en fait d'identifier vraiment le comportement et les usages globaux dans chaque pièce. Donc là, typiquement sur cette interface, on identifie que c'est plutôt le mercredi qu'on constate un plus fort taux d'occupation. On a également le rappel de la température de consigne. On fait de la maintenance préventive et donc on a un système de maintenance qui permet d'identifier chaque erreur et surtout de les localiser sur plan. Et on a ensuite une gestion sur plan qui récapitule les éléments. Donc on peut voir que chaque étiquette représente une pièce. On peut modifier l'affichage des données en cliquant de cette façon sur la partie température, humidité, luminosité, qualité de l'air. On peut aussi afficher les produits qui se trouvent ici. Donc ici, on a une tête thermostatique. Et lorsque je passe ma souris dessus, je vais avoir les données de chaque tête. Et l'étiquette renvoie une donnée moyennée entre les différents produits. Je répondrai, si ça vous convient, aux questions à la fin. Ensuite, lorsque je rentre dans une pièce, on va avoir un planning qui est généré automatiquement par les têtes thermostatiques. C'est-à-dire que là, on est sur un rythme irrégulier, la personne est en télétravail probablement sur les journées du mardi et jeudi, avec beaucoup je dirais, de déplacements et surtout d'inoccupation, d'irrégularité dans l'agenda. Et si je vais dans une autre pièce, on voit qu'on est sur un planning qui est complètement différent. Et donc, l'intérêt de notre solution, c'est aussi qu'on est complètement adapté à toute typologie de bâtiments et d'usage. On va à la fois gérer des bâtiments avec 10 pièces comme avec 1000 pièces. Là où c'est vraiment compliqué d'avoir une gestion humaine très fine des performances de chaque bâtiment lorsqu'il faut gérer les plannings de 1000 pièces. Donc là, on laisse vraiment faire le système. Et enfin, l'onglet maintenance qui permet de remonter et d'alerter sur chaque opération de maintenance à engager, quoi. J'ai fait le tour de ma présentation. On va terminer en disant qu'on a aujourd'hui plus d'une centaine de bâtiments équipés sur toute la France, ce qui équivaut à 400 000, à peu près 400 000 mètres carrés de bâtiments déployés. Et donc, on poursuit les innovations de façon à toujours déployer l'impact que notre solution pourra avoir sur le patrimoine immobilier français. Hop.
Alors, je vais répondre aux questions. En plus de l'occupation, détecte-t-il les ouvertures de fenêtres, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais, on a une fonctionnalité automatique de détection de fenêtres lorsqu'on constate une chute brutale de température. Le radiateur va se couper sur un laps de temps, puis reprendre après son fonctionnement normal. Est-ce que votre tête fonctionne à pile? J'ai l'expérience d'un changement de pile très souvent, tous les ans, tous les 2 ans. Celle sans pile, mais à effet Peltier, fonctionne mal en intersaison. Comment gérez-vous ceci? Donc, notre tête est équipée d'une pile, effectivement, qui a été testée sur des durées entre 3 et 5 ans. Donc, c'est effectivement un- alors, c'est de cette façon qu'on permet à nos systèmes de perdurer, quoi. Je m'excuse de devoir partir tôt, techno génial, vraiment hâte qu'elle soit disponible pour les particuliers. Votre système est-il filaire ou radio? Les têtes thermostatiques, quels sont les protocoles utilisés? Les têtes thermostatiques communiquent en 868 MHz avec nos box. Les box collectent les données de chaque tête et remontent en Wi-Fi vers nos serveurs. Pouvez-vous détailler votre modèle économique? Ezox vend ses solutions et ses produits aux acteurs que j'ai présentés au début, donc à la fois à travers plutôt des responsables immobiliers qui gèrent des parcs immobiliers, et on travaille aussi beaucoup avec des mainteneurs, des énergéticiens, Dalkia, IDEX, Engie, Bouygues. Donc on vend cette solution, euh, pareil, donc comme Elax avec la, la pause. Et il y a également un abonnement qui permet d'accéder à tout l'hyperviseur. Le coût de votre solution, je dirais qu'elle est assez large en fait entre soit une tête thermostatique, soit juste la GTB, soit les deux. Je pense que c'est pas simple de répondre, mais je serais ravie de vous mettre en relation avec mes collègues pour qu'ils puissent identifier plus précisément votre besoin. Vous avez parlé de luminosité. Avez-vous un dispositif ou est-ce le même qui détecte et gère la luminosité? L'ensemble des capteurs sont intégrés aujourd'hui dans la tête thermostatique et demain dans un capteur déporté lorsqu'il n'y a pas de chauffage à l'eau chaude sur le bâtiment. Votre solution est-elle compatible avec des calendriers tiers? Exemple collé. C'est une demande qui nous a été remontée à plusieurs fois. Faudrait que je reboucle avec notre service développement, mais je pense que c'est une fonctionnalité qui arrivera un jour. À court terme, je ne pense pas, mais je pense que c'est dans le scope. Ouais. En hôtellerie et santé, les chambres ne sont pas occupées en permanence. Y a-t-il des capteurs de présence pour adapter l'usage à l'occupation? C'est tout l'intérêt, effectivement, de notre solution. Une pièce inoccupée ne sera pas chauffée, ne sera pas éclairée, etc. Une pièce qui a pour habitude d'être occupée où la personne, au final, a un imprévu, ne se rend pas au bureau, etc. On a également des détecteurs de présence, mais surtout des détecteurs d'absence qui détectent l'absence et qui permettent d'entamer des réduits. On a plusieurs fonctionnalités comme ça qui permettent vraiment de matcher entre sensation et notion de confort pour l'occupant et je dirais performance énergétique du bâtiment au plus près des besoins réels, quoi. Qu'en est-il de votre ROI? On calcule un ROI inférieur à 2 ans. 868 MHz, c'est une fréquence, pas un protocole, non. Alors, dans ce cas, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. N'hésitez pas à nous contacter. Pareil, je vais essayer de vous fournir mes coordonnées. Vous pouvez les voir, elles s'affichent juste ici. Et puis, je vous répondrai par la suite. Peut-être gère-t-il le besoin d'éclairage en pilotant les éclairages? Même question pour les CTA, avec le renouvellement d'air neuf en fonction du CO2. Oui, ouais. En fait, en intégrant le module GTB, on va pouvoir créer des scénarios, en fait. Et donc, lorsqu'une pièce est occupée où la luminosité n'est pas suffisante, un seuil pour travailler correctement, on va pouvoir piloter l'allumage de l'éclairage. Et pareil pour le CO2, lorsque la qualité de l'air est dégradée, on va pouvoir enclencher le renouvellement de l'air dans la pièce. Je pense que j'ai fait le tour et je suis OK dans le timing. Donc, je laisse la parole maintenant à Eric
Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos questions. C'est vraiment intéressant d'avoir des personnes qui sont intéressées et engagées. Merci beaucoup, Sandra. En fait, c'était hyper intéressant. Donc moi, je suis Eric Elodie, je suis le directeur général de Psycléa, qui est une société qui est spécialisée dans l'économie circulaire. On a pas mal parlé de transition énergétique. Et on va regarder, puisque ça va de pair, la transition en carbone aussi. Alors, pas forcément sous l'angle du carbone généré par la consommation énergétique, mais sous l'angle du carbone, en fait, qui est associé aux produits qui constituent un bâtiment, ce qu'on appelle le carbone scope 3 ou embodied carbone en anglais. Donc, je vais vous parler de MyPsycléa, qui est donc le logiciel SaaS qui permet de pouvoir faire tout cela. En deux mots pour Psycléa, donc nous, on est un pure player de l'économie circulaire et depuis 2019, on déploie une solution qui a justement pour vocation de pouvoir industrialiser l'économie circulaire, atteindre la neutralité carbone, qualifier les constituants de bâtiments pour préserver la santé des locataires ou des propriétaires, respecter la réglementation et faire en sorte que les déchets en plein usage, de ressources usagées, ne soient justement pas des déchets, mais qu'au contraire, elles soient source de revenus, un petit peu comme vos véhicules en fin d'usage, ils ont une valeur arguste. Là, c'est pareil, on s'organise pour faire en sorte que ces ressources en fait soient régénérées. C'est ça l'économie circulaire. On est présent en France, à l'étranger, donc de l'Amérique du Sud jusqu'au Japon, en Europe bien sûr. On travaille beaucoup avec des foncières, des bailleurs, des promoteurs, mais surtout les bailleurs et les foncières en fait qui sont nos principaux clients. Et on gère des patrimoines à hauteur d'à peu près plus de 3 millions et demi de mètres carrés maintenant. Donc, ce qu'on fait, c'est justement, c'est répondre aux impératifs réglementaires et climatiques, en fait, avec notre logiciel. Donc, aujourd'hui, l'objectif du pacte vert au niveau européen, ce qu'on appelle la taxonomie européenne, qui s'applique à partir de 2024, c'est de tendre vers une neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire de compenser vos émissions de CO2 par des puits de carbone. Et ce que permet de faire notre logiciel, c'est de pouvoir, d'une part, inventorier automatiquement, en fait, un patrimoine existant, de mesurer en un clic son empreinte carbone au niveau des composants qu'il constitue, ainsi que son degré de circularité, son degré de santé, entre autres, et ensuite de pouvoir le décarboner une fois qu'on l'a mesuré par des actions qui permettent de faciliter, de maximiser le réemploi, d'éco-concevoir les bâtiments pour qu'on puisse faciliter le réemploi du futur. Et puis, quand un bâtiment est en exploitation, que sa maintenance, en fait, là aussi, soit faite en économie circulaire, c'est-à-dire que les produits usagés soient remplacés peut-être par des produits réemployés, ou que les produits usagés, si on ne peut pas les réemployer, en fait, soient reconditionnés par des fabricants ou réemployés ailleurs. Et comme Sandra, je vais me faire en fait faire une petite étude de cas, comme ça vous allez voir en fait comment on peut utiliser l'outil. Donc là, je prends l'étude de cas d'un bailleur qui s'appelle Habitation 17, donc qui est dans l'est parisien, à peu près 1100 bâtiments, 18 000, plus de 18 000 en fait logements. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est on a utilisé les données qui sont dans leur plan de patrimoine, dans le plan de patrimoine, le plan de stratégie patrimoniale. Donc en général, les bailleurs, vous avez peut-être en fait déjà des outils de gestion patrimoniale ou pas. Donc là, en l'occurrence, ils avaient un outil qui s'appelle Oxand, qui avait qualifié de manière assez macro les composants donc des bâtiments. Ils disaient par exemple, il y a un lot électricité, il y a un lot toiture. Bon, c'était assez macro. Et donc nous, en fait, on a des capacités donc, de modéliser plus en micro, en fait, ces composants. Je veux dire, l'électricité, c'est composé de ces prises, de ces fils électriques, etc. Pareil pour la toiture, les façades, etc. Et donc, de pouvoir transformer finalement 18 composants macro en 72 composants gisements micro, qui sont finalement les produits qui constituent un bâtiment, un patrimoine, avec leur quantité, avec leur date de disponibilité, avec leur localisation, leur état. Et également, en fait, on verra après, donc une donnée environnementale qui caractérise en fait le produit qui a été modélisé. Donc ça, c'est la caractérisation du patrimoine. C'est utilisé du coup pour pouvoir générer, donc pour pouvoir importer un tableau Excel issu de cette modélisation avec des produits caractérisés par ce qu'on appelle des passeports circulaires, dans lequel on va trouver les performances environnementales des produits, dont l'empreinte carbone, mais également la part de recyclé, la composition, l'impact santé, etc. Et donc là, c'est ce qui a été fait automatiquement avec Habitat 77. On a pu importer la totalité de leur site. Et donc, tous les gisements, ça a donné près de 80 000 gisements de toute nature, hein, de seconde œuvre, gros œuvre, mobilier, etc. Donc, qui sont listés ici avec les quantités, avec les états, les disponibilités et comme je disais, le passeport circulaire qui va permettre de définir les performances environnementales de chacun des produits. Et c'est ça qu'on va utiliser ensuite pour calculer automatiquement en un clic. Donc, différents indicateurs, dont notamment l'indicateur Scope 3, donc le carbone qui a été utilisé
pour la fabrication, la maintenance et la possible fin de vie des produits. Et donc là, par exemple, pour ces 80 000 logements, gisements, on a à peu près 500 000 tonnes d'équivalent CO2, c'est-à-dire qu'on est capable de mesurer à l'instant T quelle est l'empreinte carbone de ce patrimoine de 1100 bâtiments. Et donc les autres indicateurs, je ne les détaille pas, mais on peut calculer le degré de non-toxicité, le degré de circularité, la valeur économique résiduelle du bâtiment, qui peut la valeur auguste du bâtiment si on devait revendre ses ressources en fin d'usage. Mais là, ce qui nous intéresse, en fait, c'est les 500 000 tonnes équivalent CO2, qui est le poids carbone, si je puis dire, à travers les matériaux qui constituent les bâtiments du patrimoine d'Habitat 77. Du coup, ce qu'on fait, en fait, c'est que le but, c'est d'établir la feuille de route de décarbonation, en fait, d'un patrimoine, donc, et de voir les différents scénarios qui doivent être intéressants. Donc, le patrimoine actuel, on a vu 600 000 tonnes équivalent CO2. Qu'est-ce qui se passe si on lui redonne une vie, en fait, à ce patrimoine, en le rénovant énergétiquement, c'est-à-dire en conservant certaines choses, en changeant d'autres? Qu'est-ce qui se passe si on a d'autres scénarios à plus long terme où on fait, finalement, une rénovation lourde parce qu'on veut redonner encore 20 ans de vie, par exemple, à ce bâtiment-là, ou au contraire, on le reconstruit, mais en bois, ou on le reconstruit en béton bas carbone. Donc, c'est différents scénarios qui ont été étudiés et qui donnent en fait finalement la feuille de route de décarbonation jusqu'en 2050 de mon patrimoine. Vous voyez qu'on part de 500 000 tonnes équivalent CO2. Si je rénovais énergétiquement et en utilisant notamment en l'optimisant encore, en utilisant des fonctions en plus de la rénovation énergétique par ailleurs, on pourrait encore réduire cette empreinte carbone, mais là on voit qu'elle est quasiment divisée par deux. Et puis donc on a les trois scénarios. Donc là c'est la rénovation lourde, ici c'est la reconstruction bois, ici c'est la reconstruction en béton bas carbone. Donc ça permet de donner en fait à un bailleur, à une foncière, vraiment le point de départ et le point d'arrivée visible, souhaité. Et c'est ça qu'on va chercher ensuite à compenser avec des compensations des puits de carbone. Et c'est comme ça qu'ils devront en fait, d'ici 2050, avoir compensé ces 188 tonnes d'équivalent de CO2 pour pouvoir dire que je suis neutre en carbone. Voilà. Autre chose intéressante, c'est qu'à partir du moment où en fait, on a évité du carbone parce qu'on aurait pu reconstruire à neuf tout ce patrimoine-là, ou au contraire, faire une rénovation lourde pour l'ensemble du patrimoine. Donc, ça nous fait un delta de carbone évité, ici de l'ordre de 316 000 tonnes. Aujourd'hui, le carbone évité dans le bâtiment, c'est 25 € la tonne. Donc, ça nous permet d'avoir des crédits carbone que notre plateforme permet de certifier de l'ordre de 8 millions d'euros, qui permet du coup d'être utilisé par les bailleurs, les foncières, pour pouvoir financer des produits, d'abord des rénovations, et en complément des produits donc de puits de carbone, des projets de puits de carbone, qui vont du coup permettre de compenser le carbone résiduel, donc les 180 000 tonnes par des puits de carbone. Voilà. Donc, évidemment, une fois qu'on a fait la mesure, il faut du coup décarboner, hein. Décarboner, ça veut dire maximiser le réemploi, utiliser le plus possible de réemploi, parce que en France, la réglementation dit que tout ce qui est réemployé, ça fait zéro CO2. Et qu'on soit, comme je disais, des bâtiments, pour avoir des bâtiments dits banques de matériaux, donc plus faciles à démonter, de manière à faciliter le réemploi dans le futur à moindre coût, et puis gérer la ressource, en fait, donc des bâtiments existants, lors des maintenances, etc. Développer des projets de puits de carbone grâce au financement par les crédits carbone, et puis disposer d'outils, de processus qui permettent justement de pouvoir industrialiser l'économie circulaire. Voilà. Pour conclure, donc, il y a plein d'usages. On travaille avec des dizaines de bailleurs. Ici, on a 40 bailleurs et ça s'enrichit en fait tous les mois de bailleurs qui partagent justement leurs ressources usagées, qui partagent leurs besoins pour faciliter le réemploi. Donc, on importe en fait leurs diagnostics PEMD, produits mathématiquement déchets, qui sont des choses qui sont réglementées aujourd'hui, et puis ils vont exprimer des besoins. Et notre IA va générer automatiquement des écosystèmes de réemploi avec une négociation sur les prix de revente de ces produits usagés vers des bailleurs ou des tiers en fait partenaires. Alors, c'est une offre qu'on a lancée. Cette offre Pirée, c'est une offre marketing issue de MyPsychléa. Donc oui, ça va très vite. On a déjà 40 bailleurs et c'est tout ce que un petit peu au portillon justement pour maximiser le réemploi et permettre de faire en sorte en fait d'économiser du carbone. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Pas de questions, mais j'en profite pour dire en fait qu'au niveau européen, donc il y a une loi qui s'appelle la taxonomie européenne qui va intervenir à partir de 2025 sur les données 2024. Et justement, donc la partie CO2, c'est quelque chose qui va devoir être mesuré dans les rapports associés. Et donc des outils qui permettent de mesurer le CO2 associé en fait à la consommation énergétique comme Diki, ou des produits comme le nôtre qui permettent d'être associés à la mesure ce qu'on appelle du carbone scope 3, donc associé aux produits qui rendent la fabrication du bâtiment, entre autres, sont des choses qui seront demandées au titre de la taxonomie à partir de 2024. Je vois une question, Eric.
Ah, j'en vois pas moi. Ah oui. Travaillez-vous pour d'autres secteurs d'activité que le logement social? Oui, oui, tout à fait. On travaille pour les foncières, en fait, privées. On travaille pour les territoires. Euh, oui, donc c'est pas que le logement social. Il y a une question de Paul sur les crédits carbone sont dans le cadre de la compensation. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les crédits carbone qui sont mesurés et certifiés sont achetés par des acteurs, des gros émetteurs carbone ou des fonds dédiés qui vont permettre de pouvoir financer des opérations de rénovation plutôt que de reconstruction ou qui vont par exemple financer des projets de jardins ou de reforestation autour, donc en France, autour des bailleurs ou des foncières partenaires pour pouvoir capter du carbone à travers le végétal. Et comment identifier les produits éligibles au réemploi? En fait, potentiellement, en fait, tout produit qui est en bon état est éligible au réemploi. Maintenant, pour qu'il soit réemployé, il faut qu'il y ait une demande. Et c'est ce que fait Marie-Psycléa. On met en contact tous les gens toutes les personnes, en fait, qui ont des produits réemployables avec le marché des personnes, en fait, que ce soit les architectes, les maîtres d'œuvre, d'autres bailleurs, des places de marché, des associations, des fabricants qui veulent peut-être reconditionner des produits usagés. Donc c'est eux qui vont, à travers la plateforme, déclarer des besoins. Et du coup, bah, si l'IA fait matcher l'offre et le besoin, c'est comme ça qu'on crée un écosystème, on peut négocier la quantité, la date de disponibilité, la destination et le prix pour créer un marché en fait, où la ressource va circuler comme votre véhicule en fait change de main quand vous en changez pour en acquérir un nouveau. Vous passez à l'électrique, mais en récupérant la valeur Argus en fait du véhicule sans qu'il parte à la case, mais qu'au contraire, il change de main. T'as d'autres questions? Hein? Il est uniquement pour les bailleurs, non, c'est également pour les collectivités. Ça va être aussi, alors c'est pas pour les particuliers, une offre particulière qui s'appelle NOAA, je ne parle pas pour l'instant, mais ça s'adresse aux collectivités, ça s'adresse aussi aux foncières. Les CPE peuvent-ils valoriser par la décarbonation, donc une rémunération avec la réponse c'est oui. On peut en reparler, Mathieu, vous pouvez m'écrire si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Il y a Paul qui me demande, en fait, lorsqu'on dépose une chaudière encore en service, l'entreprise pourrait-elle déposer sur Pirée? Tout à fait. Tout à fait. Donc, par exemple, si le bailleur fait partie du programme Pirée, du coup, en fait, son entreprise peut effectivement la déposer sur Pirée pour qu'éventuellement elle soit réemployée ailleurs. Est-ce que vous avez un exemple de développement de processus de biosourcing que vous avez développé? Qu'est-ce que c'est un processus de biosourcing? Pas clair pour moi. Si vous voulez préciser, Marc Hulbert. Recherche de matériaux biosourcés. Alors, on a, donc, je vous ai parlé de passeports circulaires tout à l'heure. Donc, on a une librairie de 10 000 passeports circulaires qui correspondent à des produits. Et les fabricants, que ce soit des fabricants, on va dire des gros fabricants ou des petits fabricants, par exemple, qui font des isolants en paille, etc., peuvent rentrer gratuitement les passeports circulaires qui vont décrire les performances environnementales et donc décrire le produit biosourcé par rapport à votre question, qui peut rentrer dans une conception, un éco-design, un design plus biosourcé d'un bâtiment. Donc, c'est à travers cette librairie de 10 000 passeports circulaires qui s'enrichit régulièrement que des fabricants de toute nature, y compris pour les matériaux biosourcés, peuvent rentrer, ce qui permet du coup d'avoir l'information et les intégrer dans votre design et faire l'éco-conception euh, des bâtiments rénovés ou neufs. Je crois qu'on arrive au bout de notre temps d'échange. J'ai un parcours des géomatériaux, donc intéressé par ces enjeux, quelle tendance ou innovation croyez-vous dessus de pré-innovation en béton, par exemple? Alors, je vais en répondre rapidement parce on laisse la main. Mais aujourd'hui, en fait, donc l'innovation, par exemple, dans le domaine du béton, c'est que grâce à l'économie circulaire, grâce à un outil, par exemple, comme le nôtre, donc le béton, quand son taux de sulfate, en fait, est pas trop élevé, est revendu à des gens comme Cemex et d'autres, donc à des fabricants, pour le réintégrer et faire du béton bas carbone, qui permet justement de pouvoir donc baisser la valeur CO2 du béton. Et en ce qui concerne en fait du béton qui intégrerait des matières biosourcées, du béton de chanvre, etc. Donc il y a de plus en plus en fait d'innovations qui sont en train aujourd'hui d'émerger avec des ATEX en fait qui sont faits qui permettent de vraiment les utiliser dans des conditions définies par les ATEX pour pouvoir là aussi baisser la valeur CO2 d'un bâtiment. Voilà. Merci à Je tous. crois, je crois qu'on a fini. Ben, on vous remercie. À Merci tous. et passez une bonne après-midi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.